Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel dédié à l'apprentissage de la programmation pour Tabletop Simulator. Donc dans cette suite de vidéos, on apprendra ensemble et par étapes à construire en langage Lua vos scripts pour automatiser les mises en place, les maintenances de vos modules. Donc à qui s'adresse ce tutoriel? En fait à n'importe qui, à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait déjà de la programmation puisque je vais essayer de vous transmettre les quelques bases fondamentales nécessaires pour pouvoir programmer. Par contre, si vous avez déjà fait de la programmation, quelque langage que ce soit, ça vous sera bien sûr énormément utile, ça va vous faciliter la tâche énormément, hein. Donc voilà. Donc pour les autres, ça demandera plus de travail, ça demande de la patience, de la pratique, sur plusieurs semaines, plusieurs mois en faisant régulièrement. Mais voilà, avec de la patience, vous allez finir par y arriver. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais il faudra persévérer un petit peu. Donc, pour les outils, donc, je vais commencer par les installations. En fait, il vous faudra télécharger un éditeur de code qui est tout simplement un logiciel voilà, qui vous sert à écrire du code et à mieux le lire, qui vous permettra aussi d'éviter des erreurs, parce qu'on peut très facilement faire des erreurs de code. Donc ça, c'est tout simplement obligatoire d'utiliser cet outil-là. Et moi, je suggère très fortement Visual Studio Code, qui est un outil Microsoft qui est gratuit, et que la plupart, beaucoup de développeurs utilisent de nos jours. Donc avec ça, une fois que vous l'avez installé, donc on verra l'installation plus tard. Il y a la page API Tabletop Simulator, donc je vous mettrai le lien dans les commentaires. Donc celle-ci est également absolument indispensable, hein. Vous ne pourrez pas coder, scripter sans avoir cette librairie, en fait, le détail de toutes les fonctions que vous pourrez utiliser. Et puis de manière plus accessoire, la page patch notes de Tabletop Simulator où il y a les dernières mises à jour et parfois il y a quelques ajouts, quelques précisions sur les nouvelles ajouts en Lua. Mais là vraiment c'est quand on a atteint un niveau qu'on connaît déjà bien la plupart des fonctions de la librairie. Ok, très bien. Donc pour commencer, je vais juste commencer par pas une mise en garde, mais juste une petite précision. C'est que voilà, pour coder, il va falloir du temps. Si vous êtes, si vous, voilà, si vous espérez y arriver en quelques heures, comme on apprendrait un logiciel, ben bon, il va falloir plus que ça. Il va falloir pratiquer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, il faut s'armer de patience surtout au début, hein. Ça, c'est pas pour décourager, mais il faut quand même être au courant que c'est du développement, hein. C'est pas autre chose que du développement, pas un niveau professionnel, mais quand même, ça fait appel à toutes les notions qu'un développeur doit avoir. Et la deuxième chose, c'est que voilà, donc il y a des notions fondamentales qu'il faut d'abord comprendre avant de programmer, avant de se lancer. On ne peut pas tout de suite faire des choses sympas. Il faut d'abord passer par ces étapes. Qu'est-ce le langage de programmation orientée objet, par exemple? Qu'est-ce qu'un objet? Ça, on est obligé de comprendre ce que c'est en programmation avant de commencer. Mais on y reviendra par la suite. Donc je vais commencer par l'installation, sans perdre de temps. Donc on va aller sur le site de Visual Studio Code et vous allez tout simplement le télécharger et puis l'installer. Et une fois que vous avez fait ça, on se retrouve dans 5 secondes. Donc une fois que vous avez installé Visual Studio Code, la première chose à faire va être de créer un workspace, c'est-à-dire un plan de travail, un espace de travail pour vos scripts. Donc pour cela, il va falloir cliquer sur Fichier. Donc je vous conseille au passage de garder la version anglaise parce que la plupart des aides que vous trouverez sur Internet seront en anglais. Et donc si vous avez l'interface en français, ce sera plus compliqué de faire le lien. Donc dans Fichier, vous allez cliquer sur Add Folder to Workspace. Donc là, en cliquant dessus, vous allez choisir un dossier dans votre disque dur que vous aurez créé au préalable. Et dans ce dossier, vous allez mettre tous vos scripts, tous vos fichiers de script .lua. Donc voilà, ils devront être concentrés sur ce fichier-là, et ça sera important par la suite, je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous allez faire cela et ajouter ce dossier au workspace, et ensuite on arrivera sur une fenêtre qui ressemblera plus euh, à celle-ci, donc une fenêtre avec vos scripts, vos fichiers de script rangés sur la gauche, et voilà. Donc ensuite la deuxième étape, ça sera de
gérer les extensions. Donc ce petit icône là sert à ajouter tous les plugins. Donc il y en a une multitude, il y en a énormément sur VS Code. Et donc nous on va en utiliser deux principalement. La première, ça va être celle propre au langage. Donc en cherchant dans la barre de recherche Lua, vous allez prendre celle qui est la plus utilisée, celle-ci là, Sumneco, de Sumneco. Et donc vous l'installez, donc vous cliquez dessus et vous cliquez simplement sur Install ici. Ok. Ensuite, une fois que c'est fait, on va ajouter ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire le module pour Tabletop Simulator. Donc on le cherche dans la barre de recherche et donc on tombe très facilement dessus. Et là, on l'installera. Donc à quoi sert ce module? Il servira simplement à envoyer, injecter votre code dans une sauvegarde et le télécharger aussi facilement. Quand vous chargerez n'importe quelle sauvegarde, n'importe quelle partie dans le jeu, vous pourrez importer le code sur votre éditeur de code. Voilà, aussi simplement que ça. Donc la première chose à faire sera de créer tout simplement une table pour voir si le lien entre Visual Studio Code et Tabletop Simulator marche. Donc une fois qu'on a créé une partie, on va la sauvegarder. Donc je vais sauvegarder sur une première sauvegarde que je vais appeler test. Et je reviens sur mon VS Code. Et ici, donc je vais appuyer sur CTRL ALT L. Ok, CTRL ALT L qui veut dire load, charge-moi, importe-moi le code. Et là tout de suite on a un message qui nous dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir l'importer? Donc vous dites oui, get script. Et donc à gauche, dans la sidebar, vous devrez voir un petit onglet s'appelant Tabletop Simulator apparaître. Et dedans, il y aura tout simplement tous les fichiers de script de la sauvegarde en question. Donc ici, on voit qu'il y a global. Donc je vous expliquerai ce qu'est global. Mais quand on clique dessus, on voit une fenêtre presque vide avec quelques lignes. Et donc voilà ce que c'est qu'une ligne de script vide, une page de script vide, que toute sauvegarde aura par défaut. Donc on va faire un premier essai. On va regarder si tout va bien. On va effacer tout ce qui est écrit en vert. En fait, c'est du commentaire, c'est-à-dire c'est du code désactivé grâce à deux petits pointillés. Donc on verra aussi que ça c'est très important de commenter, décommenter du code. Donc on va ne laisser que la fonction onload qui est absolument indispensable. Votre partie ne marchera pas si vous enlevez cette fonction-là. Donc on va mettre tout simplement un petit print. On va écrire comme ça print. On va ouvrir et fermer des parenthèses. Et à l'intérieur, on va mettre juste un petit mot, une chaîne de caractères entre deux cotes. Donc en appuyant sur 4. On pourrait également l'écrire avec des doubles cotes, ce qu'on appelle des guillemets. Ça marche aussi. Donc on va mettre un petit coucou pour voir que tout va bien. Et donc pour, de la même manière, injecter le code dans votre sauvegarde, on appuie sur les touches CTRL-ALT-S, donc sauvegarder ou send, envoyer le code sur la sauvegarde. Là, j'ai appuyé. Donc ça l'a envoyé sur ma partie et on va vérifier ça tout de suite sur la fenêtre de chat. Donc on voit bien ici qu'en faisant le print, j'ai imprimé le message coucou et il apparaît bien dans ma partie. Donc le lien c'est bien fait, sans que j'ai eu besoin de passer sur la fenêtre de scripting ici. Donc je pense que si vous avez essayé de scripter déjà, vous êtes passé par cette étape-là très laborieuse et très difficile à lire. Donc vous n'aurez plus besoin de cette fenêtre-là. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien vers un fichier zip qui va contenir en fait tous les cours qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je ne vais pas les suivre précisément, hein. Je vais aborder les points essentiels mais pas suivre les cours précisément. Donc si je regarde, donc il y a un dossier cours de script ici, donc avec tous les cours, donc j'ai divisé en 9 cours, mais il est possible que ça évolue au moment où vous regardez cette vidéo, que ces cours évoluent, qu'il y en ait plus ou qu'il y en ait moins, voilà, donc ça c'est pas très grave. Vous pouvez les regarder à tête reposée. Donc tous ces fichiers-là sont à placer dans le dossier de script du workspace VS Code, donc comme on a vu dans la vidéo précédente. Et il y a un petit fichier ttscours.json également, donc qui correspond à une sauvegarde Tabletop Simulator, qu'il va falloir placer dans un dossier. Donc ce dossier, il est dans l'arborescence document. Donc vous allez dans document si vous êtes sur Windows. Dans document, il y a My Game. Ensuite, Tabletop Simulator. Et dedans, il y a un dossier qui s'appelle Saves. Et donc, vous déplacez tout simplement ce fichier dans Saves. Et lorsque vous allez ouvrir Tabletop Simulator, donc vous allez dans Save and Load, et vous trouvez cette sauvegarde ici que vous pourrez lancer. Donc l'intérêt, c'est que cette sauvegarde, en fait, elle a
elle est déjà mise en place pour recevoir les scripts. Donc quand vous allez charger un script, n'importe quel cours que je vous ai donné, le charger avec cette sauvegarde en faisant CTRL-ALT-S, ben ça va fonctionner parce que les objets sont bien pointés, tout va fonctionner. Donc c'est assez pratique pour suivre les cours. Donc voilà. Donc maintenant je vais commencer par les notions qui sont fondamentales. Donc voilà, je vais vous parler pendant 5-10 minutes de ces notions-là pour vous introduire un petit peu à la programmation. Donc premièrement, une chose importante, je vais effacer ça, c'est de comprendre ce que c'est qu'une variable et une fonction. Donc une variable en programmation, c'est en fait ce qu'on appelle un pointeur, mais ça c'est pas très grave. On va lui attribuer quelque chose, une valeur ou autre chose, ou un objet. Donc on verra l'objet plus tard. Par exemple, si je désigne chiffre 1, donc c'est moi-même qui donne un nom à une variable, je vais lui donner une valeur et je vais dire que par exemple ce chiffre 1 vaut 9. Okay, donc la variable chiffre 1 reçoit la valeur 9. On lit de droite vers la gauche. D'accord? Pourquoi on lit de droite vers la gauche? Parce que je peux faire évoluer cette valeur-là. Par exemple, je peux dire que chiffre 1, pardon, sa nouvelle valeur va être relative à son ancienne valeur. D'accord? Donc je vais reprendre la valeur de chiffre 1 ancienne, à laquelle je vais ajouter 1. Et donc, chiffre 1 maintenant prend la valeur de chiffre 1 plus 1, c'est-à-dire 9 plus 1. Donc c'est pour ça qu'on lit de droite à gauche, parce que si on lisait de gauche à droite, ça serait complètement faux. Voilà. Donc ça c'est une petite habitude à prendre, vous allez voir, ça va vite venir. Donc voilà la notion de variable. Donc ici on lui attribue un chiffre, je pourrais très bien dire texte 1 égale allo. Voilà, ça peut être une chaîne de caractères que au passage je délimite entre des guillemets qu'on appellera des doubles quotes. Ça marche aussi avec des simples quotes, c'est-à-dire la touche 4 du clavier. Voilà. Donc ça marche aussi. Donc voilà une chaîne de caractères. Donc on peut imaginer n'importe quoi. Une variable peut à peu près accueillir n'importe quoi comme valeur. Donc l'intérêt d'une variable, c'est qu'on peut la réutiliser plus tard dans le code, l'appeler, la changer, la faire évoluer, etc. Voilà. Donc ensuite une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est un bloc de code qui va effectuer des opérations tout simplement. Ici on a la fonction de base, onload, qui elle est très particulière. C'est la première fonction à connaître. C'est une fonction qui va se lancer à chaque démarrage de partie. Chaque fois que vous allez sauvegarder, charger une partie, elle va se lancer. Chaque fois que vous allez également cliquer sur le retour arrière ici, okay, elle va également se charger, ou que vous faites CTRL Z. Donc voilà pourquoi elle est importante, et à chaque fois, tout ce qui est à l'intérieur va s'exécuter. Donc ici, par exemple, voilà, on a une fonction. Ensuite, pour aller un peu plus loin, on peut utiliser des fonctions qui existent. Alors pour cela, je vais fermer cette fenêtre. Je vais me référer donc à la page, à l'encyclopédie de toutes les fonctions qu'on peut utiliser en Lua sur Tabletop Simulator. Donc il y en a énormément. On va en créer une. Ça va être plus simple. Je vais, par exemple, désigner une fonction qu'on va appeler multiplier. Au passage, il vaut mieux l'écrire en anglais, mais pour cet exemple-là, on va le faire en français. Donc une fonction, elle a un début, elle a une fin, toujours il faut la fermer, et elle a des parenthèses, sinon ça ne marche pas. Donc les parenthèses, ça sert à quoi? Ça sert à mettre en fait ici des paramètres, des choses dont on a besoin pour faire ces opérations. Donc ici, une fonction multiplier ne pourra pas marcher si on ne lui fournit pas quelque chose à multiplier. Donc on veut par exemple créer une fonction qui va multiplier deux chiffres. On va lui dire donne-moi chiffre 1 et donne-moi un deuxième chiffre. Et avec ça, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement multiplier le chiffre 1. Donc multiplier, ça ne se fait pas avec un x, ça se fait avec une étoile. Donc je multiplie le chiffre 1 avec le chiffre 2. Donc voilà le résultat. Mais ici, ça ne suffit pas. Puisque ce qu'on veut, vous voyez, c'est souligné par VS Code, ça indique qu'il y a une erreur, il y a quelque chose qui manque. Ce qu'on veut, c'est renvoyer cette valeur-là. Donc une fonction peut renvoyer une valeur, et pour ça, on utilise l'instruction return. Retourne-moi chiffre 1 multiplié par chiffre 2. D'accord? Donc voilà notre première fonction. Si, alors, au passage, vous voyez que là, j'ai appelé une variable chiffre 1. Et ici, le paramètre de la fonction, je l'ai également appelé chiffre 1. Donc ça peut
ça peut très fortement perturber au début, mais ici ça ne pose pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'elle va prendre ce chiffre 1 en particulier, mais ça veut dire que le premier paramètre qu'on va lui donner dans le cadre de l'utilisation de cette fonction-là, on va l'appeler chiffre 1. Donc ça ne sort pas de ce cadre-là. Et le deuxième chiffre, on l'appellera chiffre 2. Donc pour éviter de vous perturber, je vais renommer cette fonction, cette variable, voilà, chiffre tout court. Maintenant, si on veut imprimer le résultat de cette multiplication, donc je vais effacer ce petit bloc de code, on va passer par la fonction log, hein, on va prendre l'habitude de l'utiliser, et on va vouloir tout simplement multiplier deux chiffres. Donc prenons par exemple, donc on va nommer la fonction, on va l'appeler plutôt. On appelle la fonction multiplier, on va lui dire 9, et deuxième paramètre, on va lui mettre 2. Donc ça va multiplier 9 et 2. Donc vous voyez ici, il faut comprendre que là, j'ai mis une fonction, l'appel d'une fonction, dans une autre fonction qui s'appelle log, et qui va nous afficher le résultat. Donc ça, si c'est un peu compliqué à comprendre, on va les séparer, on va décomposer, on va écrire résultat égale multiplier 9 et 2. Donc ça donnera, résultat sera égal à 18. Et ici, on va faire appel à résultat, donc normalement, il va s'afficher dans la console sur Tabletop Simulator. Hop, voilà, on voit bien le 18 apparaître, donc tout marche bien. Donc ça, c'est la notion de fonction. On utilise des fonctions pour aussi aérer le code, c'est-à-dire que si par exemple vous allez faire une grosse mise en place, au lieu d'écrire 200 lignes de code, vous pouvez aussi la diviser en 5 chapitres, par exemple distribuer les cartes aux joueurs, etc. Mettre en place les jetons, les choses sur le plateau. Et donc tout ça, vous allez pouvoir le décomposer en plusieurs fonctions et ça sera bien plus agréable à lire après et plus facile pour vous y retrouver. Donc on verra ça avec la pratique. Donc deuxième notion très importante après les variables et les fonctions, c'est la notion d'objet. Donc voilà. Donc l'objet là, c'est central. Qu'est-ce que c'est en fait qu'un objet en programmation? Eh bien, la notion d'objet est liée à la notion de classe, toujours. Donc une classe d'objet, c'est en quelque sorte une norme. Donc on va aller sur le site de l'API, donc l'espèce d'encyclopédie avec toutes les fonctions que vous pourrez utiliser. Et ici sur la gauche, vous voyez par défaut là tout un tas de classes. En fait, ce sont des classes. Et donc la principale classe, c'est la classe objet. Donc ça peut porter à confusion, elle s'appelle objet. En fait, une classe, ça définit tout un tas de propriétés. Ok, donc des propriétés des objets. Et tout un tas aussi de méthodes, c'est-à-dire de fonctions qu'on pourra utiliser sur ces objets-là. Donc ça reste un peu encore abstrait. Donc on va prendre un exemple, la classe object. Ici, je vais par exemple faire apparaître un objet, un composant, un cube rouge. Voilà. Et donc ça, dans Tabletop Simulator, en Lua en fait, ça fait référence à la notion de... pardon, cet objet-là, ce cube rouge, appartient à la classe object. Ok ? Et donc dès lors qu'on le crée, dès lors qu'il est instancié, on appelle ça instancié, dès lors qu'il apparaît, il va être automatiquement livré avec tout un tas de propriétés et de fonctions. Donc toutes ces fonctions, toutes ces propriétés que vous voyez ici, on pourra les utiliser sur cet objet. Par exemple pour connaître sa position, sa couleur, son angle, sa taille, ce qui est écrit par exemple dans sa description, quel est son nom, etc. etc. Et en programmation, on pourra y faire référence puisque tous les objets du jeu, absolument tous les objets, sont livrés avec ces attributs-là. Il y aura également des fonctions, donc qui sont un peu plus bas. Voilà, des fonctions précédées de get, vous voyez, à get position, get scale, get rotation. Donc ce sont les fonctions qui vont aussi récupérer des propriétés et vous les envoyer dans le code. Ok ? Et il y aura ensuite également des fonctions set, un peu plus bas dans la description, qui elles serviront à agir sur cet objet-là. Par exemple, on pourra lui donner une nouvelle position. Voilà. Vous voyez, set lock, ça, par exemple, ça servira à bloquer un objet. Lui donner un nouveau nom, etc. Une rotation, etc. Changer son état. Voilà. Donc on les verra petit à petit pendant les cours. Donc maintenant, on va appliquer la notion d'objet à la programmation. Donc avant toute chose, je voudrais juste vous rappeler, vous préciser comment bien utiliser les sauvegardes entre le script et Tabletop Simulator. Donc la première chose à faire, c'est que quand on a créé une table, c'est de la sauvegarder. Ça peut être bizarre, mais il faut la sauvegarder et la lancer. Voilà, comme ça évitera certains bugs. Et donc, lorsque je vais, donc ici je vais l'effacer, lorsque je vais récupérer le code de cette sauvegarde, donc je fais CTRL-Alt-L, donc je fais OK,
Et vous voyez qu'il me charge le code tel que je l'avais laissé juste avant. Donc là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on envoie du code, bon, si je refais ce print OK que j'avais écrit juste avant d'enregistrer, eh bien que je lance, donc tout va bien, il est écrit aussi, il apparaît. Mais si, imaginons que je déplace des choses, que j'ajoute des objets, OK, on va ajouter quelques dés par exemple, juste pour l'exemple. Je reviens sur ma fenêtre de script, tout va bien, je continue de coder, et j'envoie le code, et là, hop, on va se rendre compte que ça a été réinitialisé à l'état de la sauvegarde avant. Donc faites bien attention à toujours penser, lorsque vous interagissez avec la table physiquement, enfin physiquement en plaçant des objets ou déplaçant des objets sur la table, vous pensez à faire une sauvegarde en dur ici, sur Tabletop Simulator, avant de changer votre code. Sinon vous aurez perdu votre travail. Ok. Et il faudra utiliser le bouton Rewind pour venir en arrière. De la même façon, vous pouvez facilement perdre votre code si jamais vous chargez une sauvegarde. Donc vous allez par exemple utiliser une ancienne sauvegarde ou quelque chose comme ça. Eh bien automatiquement il va aller vous charger le code dans Global ici de cette sauvegarde là. Donc là vous pouvez perdre beaucoup de code comme ça, mais pas de panique, il suffit simplement d'utiliser CTRL Z, donc annuler, pour tout de suite retrouver l'état de la fenêtre juste avant que vous ayez chargé la partie. Donc vous pouvez toujours récupérer ce que vous avez fait, hein. Pas de panique. Donc on revient à notre notion d'objet dans la suite de ce cours. Donc on va commencer à scripter avec des choses de base. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un script? Eh bien, on va souvent utiliser des objets, des sacs, etc. etc. Donc on va voir que pour utiliser ces objets, ben, il faut bien savoir les désigner. Donc les objets qu'on va utiliser, on va simplement leur donner un nom. Donc ici, lui, je vais l'appeler cube bleu. D'accord? Donc on va commencer par l'appeler cube bleu. Le déclarer. Cube bleu. Donc au passage, quand on écrit une variable, la bonne pratique veut qu'on l'écrive en minuscule, séparé d'un underscore entre les mots. Ok? Donc c'est... Voilà, on ne trouve pas toujours ça, mais moi je trouve que c'est une bonne pratique et c'est très facile d'identifier les variables. Les fonctions, c'est un peu différent lorsqu'on les écrit. On les écrit tout attachées et en camel case. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est une forme de dromadaire, hein, c'est-à-dire que de chameau, pardon. C'est-à-dire qu'on va écrire en minuscule et à chaque nouveau mot, on le colle et on commence par une majuscule. Donc on pourrait appeler ça, par exemple, function. Et je vais l'appeler ma première fonction. Voilà. Voilà comment on écrit en camel case. Donc au passage, il vaut mieux écrire tout le temps en anglais, je vous le conseille, sachant que tout le monde écrit en anglais pour scripter. Donc voilà, mon cube bleu, je veux le déclarer, donc je vais faire mon cube bleu égal. Et donc la fonction qui sert à déclarer un objet, donc vous voyez, on va la retrouver ici, c'est une fonction qui s'appelle getObject from guide. Voilà, donc ça c'est la fonction, la première qu'on apprend, c'est celle-ci. Donc au passage, comment on utilise l'API, vous voyez, quand on connaît le nom de la fonction, on va simplement voir ce qu'elle fait, donc elle retourne un objet à partir de son guide, on va voir ce que c'est en suivant. Et voilà, donc elle vous dit de quoi elle a besoin. Elle a besoin, entre parenthèses, d'un paramètre qui s'appelle le guide, donc le guide de l'objet, pour pouvoir créer un objet. Ok. Donc qu'est-ce que le guide? C'est le numéro d'identifiant unique de l'objet. Chaque objet qui est créé dans la partie, il a un numéro unique, ok? Comme une plaque d'immatriculation. Donc pour le récupérer, je fais bouton droit, scripting, guide. Voilà, il est là. Et je clique simplement dessus, il est copié dans mon presse-papier. Donc j'ai son numéro, et je vais écrire la fonction getObjectFromGuide. Donc vous voyez qu'au passage, il vous suggère de compléter votre code, donc c'est très pratique pour éviter les fautes. Donc je clique dessus, et vous voyez qu'il me met déjà la parenthèse avec undefined pour dire que je n'ai pas encore renseigné le premier paramètre, le seul paramètre qu'il faudra. Donc ici, on va rentrer le guide. Voilà, je le colle. Mais si je fais ça, ça va forcément planter, parce que on veut que cet objet, vous voyez, qui est écrit string. Donc ça, c'est pas un sous-vêtement. En programmation, le string, ça veut dire une chaîne de caractères, c'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va être entre des cotes. D'accord? Donc il va commencer par un guillemet et fermer par un guillemet. Donc pour faire ça, soit on l'écrit au début, à la fin, cote et cote, soit on double-clique sur
la chaîne de caractères à créer et on appuie simplement sur 4. Donc voilà, ça créera une cote au début et à la fin. Et vous voyez que la couleur a changé. Donc là, on a une chaîne de caractères. Donc cet objet-là est bien déclaré. Si je lance mon script, tout va bien. Il ne se passe rien, mais cet objet est connu sous le nom de cube bleu. Maintenant, je veux le déplacer, ce cube. Donc je vais utiliser la notion de programmation orientée objet, notion d'objet. Donc je vais utiliser une méthode, donc une fonction qui est incluse dans le package du cube bleu. Donc en utilisant point, j'ouvre la boîte de cube bleu et je vais chercher un de ces outils. Donc vous voyez que Visual Studio Code nous propose des méthodes ici. Il y a tout ça qu'on peut utiliser. Ça en fait beaucoup et elles sont toutes référencées ou presque ici. Mais moi je vais vous montrer les principales. Donc là pour déplacer un objet, on va utiliser get objet, cette position. Donc il y en a deux. Cette position ça téléporte l'objet et cette position smooth ça le bouge avec une animation. Donc on va utiliser celui-là. Et là on nous dit undefined, 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 ça veut dire qu'il faut 3 paramètres. Et c'est pas compliqué, en fait les 3 paramètres qu'il va falloir donner, ce sont les positions x, y, z. Ok, donc ça normalement vous connaissez. Et donc pour donner ces positions-là, pour choisir la position où on veut envoyer l'objet, bien par exemple, voilà une astuce, ça serait de poser cet objet-là, donc on veut que le cube bleu aille ici. On utilise le gizmo, ok, et on va trouver la position ici. Donc voilà notre position de destination. C'est toujours un vecteur à 3 valeurs, x, y et z. Donc x horizontal, y ça va être un vertical par rapport à la table en hauteur, enfin lévitation, et z c'est de bas en haut collé à la table. Ok. Donc je prends cette position là et je vais la coller ici. Voilà. Donc là on voit que c'est exprimé avec des accolades. Donc les accolades, ça forme ce qu'on appelle une table. On va y revenir dessus. Donc une table, c'est une liste en fait. C'est une liste de valeurs. On peut y mettre plusieurs choses dedans. Ici, on a 3 valeurs trois coordonnées en fait. Ok, c'est séparé par des virgules. Attention, hein. Chaque valeur, chaque entrée de la table est séparée par des virgules. Et les virgules pour les chiffres sont des points. Voilà, c'est en anglais forcément. Donc ici, ça va envoyer le cube bleu à la position du cube rouge. Voilà. Donc si j'envoie mon code, il va falloir que je vienne vite sur ma fenêtre pour le voir. Je vais l'envoyer et je vais regarder ce qui se passe. Hop, le cube bleu vient de bouger. Je vais vous le remontrer. Hop, le cube bleu se déplace. D'accord? Donc voilà notre première fonction de déplacement d'objet. Donc je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais ça va pas être pratique de scripter tout son module, si à chaque fois qu'on lance la partie, hop, le script se lance directement et que tout s'enchaîne. On va avoir du mal à suivre un peu ce qui se passe et à contrôler son script. Donc il y aura forcément un élément déclencheur qui va lancer toutes ces opérations-là. Et donc c'est ce qui se passe dans un module, 99% du temps, ce qui va lancer le démarrage d'une partie, ça va être un bouton qu'on va cliquer. Voilà. Donc notre deuxième étape, ça va être de créer un bouton pour démarrer, pour faire cette opération-là, c'est-à-dire déplacer le cube bleu. Donc pour ça, je vais créer un bouton sur ce cube-là. D'accord? Donc, je vais commencer par nommer mon cube rouge, par le déclarer. Donc getObjectFromDid, j'ai la flemme d'écrire, donc je vais dessus avec les flèches et j'appuie sur Tab. Voilà. Et je vais aller chercher le guide de notre ami. Bouton droit, scripting, guide, voilà, c'est fait. Je remplace, j'ouvre et je ferme les côtes en appuyant sur 4, et je mets mon guide dedans, et le cube rouge est déclaré. Donc maintenant, je vais créer un bouton sur ce cube rouge, donc dès le démarrage de la partie, forcément, sinon il ne se créera jamais si je ne le mets pas dans la fonction de load. Donc je fais cube rouge, point, et là on va utiliser une autre méthode qui sert à créer un bouton, qui va s'appeler tout simplement createButton. Donc cette fonction, on arrive tout de suite sur une fonction un peu complexe, qui est parmi les fonctions qui sont un peu plus complexes à comprendre dès le début. Vous avez vu qu'il y a des fonctions très simples comme celle-ci qui ne demandent qu'un seul paramètre. Voilà, elle veut une chaîne de caractères qui correspond au guide, point. Cette position smooth, elle veut une table qui contient 3 valeurs.
Eh bien, createButton va vouloir une table qui contient plusieurs valeurs et qui vont être nommées. Donc là, on va revenir sur ces notions-là. Donc vous n'êtes pas obligé de tout comprendre parfaitement du premier coup. Mais voilà. Donc je vais essayer d'utiliser une version préenregistrée. J'espère que c'est celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est VS Code qui me fournit ça. C'est pas moi qui l'ai enregistré. Donc ici, on a l'ensemble des paramètres que peut utiliser createButton. Mais pour s'en assurer, on va prendre l'habitude, à chaque fois qu'on trouve une nouvelle fonction, d'aller la chercher sur l'API. Voilà, c'est une habitude à prendre. Il va falloir que vous l'appreniez. Voilà. C'est en général pas de langage trop compliqué. Ok, donc ça crée un bouton qui est attaché à l'objet. Très bien, c'est ce qu'on veut. Donc là, voilà ce qu'elle veut. Donc elle veut les parameters qu'elle va mettre donc on dirait qu'il n'y a qu'un seul paramètre. Mais en fait, l'unique paramètre, c'est tout simplement la table qui va commencer par une accolade et finir par une accolade. Donc le paramètre, c'est celui-là. Ok? Et il contient, donc cette table-là contient toutes ces valeurs nommées. C'est-à-dire click function, function owner, label, position, on va y revenir dessus. Mais il faut que voilà, ça contienne ces valeurs nommées qui sont dans une table. On pourrait très bien couper ça, appeler une variable qu'on appelle params, tout simplement, paramètres, et je fais ça pour dire que mes paramètres, ben, c'est une table dans laquelle je donne toutes ces informations là, et je fais mon createButton avec cette table là. Ok, donc ici au passage vous voyez qu'il y a des petites erreurs rouges qui se voient également sur la fenêtre de droite ici, le petit aperçu. Donc c'est qu'il y a un problème dans le code. Ici en l'occurrence c'est un petit peu buggé parce qu'il a commenté, vous voyez, il commente à chaque fois les lignes sans mettre des virgules à la fin. En fait il faudrait écrire avec des virgules ici pour enlever les erreurs. Peu importe, peu importe. On va renseigner ce bouton là. Donc, qu'est-ce que c'est quand on crée une fonction? À quoi correspond chaque valeur? Donc, click function, ça va être la fonction qui va être lancée à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, ici, qui va se créer là. D'accord? Donc, cette fonction, ben, on va l'appeler, on va lui donner un petit nom, toujours en chaîne de caractères. On va l'appeler move cube, tout simplement. Ok? Donc ici, par contre, il faut bien se souvenir que la fonction, il faut l'écrire en chaîne de caractères. Ça, c'est un inconvénient, on y reviendra plus tard. Function owner. Donc là, on va revenir à la notion de global. Donc, qu'est-ce que le global? Alors, juste pour information, le global, c'est l'environnement global du jeu, c'est-à-dire votre table, avec tous les objets qu'il y a dessus. Ok? Donc, il y a deux types d'environnement. Il y a le global. Et il y a self, c'est-à-dire quand on va mettre du script dans un seul objet. Donc ça, je pense que vous l'avez déjà vu si vous avez un petit peu bricolé. Quand on fait clic droit et qu'on essaye d'ouvrir la fenêtre de script ici, eh bien, ou clic droit, get you a script, on voit parfois des objets avec du script à l'intérieur. Donc ça, c'est utile quand l'objet, on veut le réutiliser d'un mode à l'autre, par exemple. Ou quand on veut ne pas mettre tout son code dans la fenêtre globale. Mais ça implique quand même quelques petites manipulations qui compliquent la chose. Moi j'ai tendance à mettre un maximum de code dans le global, de pas trop disperser mon code entre les objets pour facilement le retrouver. Voilà, c'est à chacun de voir la chose. Donc ici, ça veut dire que la fonction, elle va se trouver dans l'environnement global, donc dans notre fenêtre ici, qui correspond à l'environnement global. Ok? Donc en l'occurrence, on va la créer, on va même la faire tout de suite, sans la remplir. Donc je clique fonction, et je l'appelle move cube. Donc pour pas faire d'erreur, je vais simplement copier le nom. Voilà. Encore une fois, la flemme. Très bien. Donc on a notre fonction dans le global. Label, ça va être ce qui va être écrit sur le bouton. Donc je veux mettre bouger cube. Hop là. La position, ça va être la position du bouton par rapport à l'objet. Donc là, c'est quelque chose que j'aime pas faire, c'est fastidieux. Donc là, il va nous demander voilà, des coordonnées. Donc si on met 0, 0, 0, ça va mettre tout simplement le bouton en plein milieu du cube et on va pas le voir. Donc on va essayer de le surélever un petit peu. Ça va être très moche, mais c'est pas grave, on va faire ça. Rotation, on n'est pas obligé de le renseigner. Mais si on le fait pas, en général, il va être à l'envers par rapport au sens par défaut des objets.
Donc ici, je mets toujours des petits espaces après mes virgules. Voilà. L'échelle, on n'est pas obligé de renseigner. Ça, c'est l'échelle du bouton. Mais on va le faire. Donc je vous donne au passage des petites astuces. Je vous conseille de mettre une petite échelle. 0,1, 0,1, 0,1. Ça, c'est la largeur du bouton. Donc je vais le faire complètement au pif. Donc on risque d'avoir n'importe quoi. 1000. Hauteur, idem, on va mettre n'importe quoi. 1000. La taille de la police, idem, 200. La couleur et fond de couleur, ça on va pas s'en servir, on va prendre des couleurs par défaut. Voilà. Donc j'efface la dernière virgule qui ne sert à rien. Donc vous avez vu que chaque valeur, il faut la séparer d'une virgule. Si j'oublie une virgule, tout mon code plante. Absolument tout le code, même s'il fait 1000 lignes. Donc il faut être assez rigoureux. Et puis il vous le signale, hein, VS Code. Donc là, normalement, j'ai un petit bouton qui va s'afficher, peut-être très moche, mais on va voir ce que ça donne. Oula! Il est en effet minuscule et moche. Donc on va essayer de mieux le positionner. Donc ça, c'est parce que j'ai mis un scale petit. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je fais ça. Donc ici, je vais mettre une taille beaucoup plus grande. Et on va voir ce que ça donne. C'est déjà un peu mieux, hein, c'est pas terrible, mais voilà. Donc en fait, si je fais ça, quand je fais un scale petit, en fait, on voit que la police de caractère, la police, est assez nette en fait. Ok, on voit pas des gros pixels. Vous allez facilement voir des gros pixels lorsque votre échelle va être élevée. Voilà, c'est juste en fait pour avoir la taille de votre objet et de votre bouton et de votre chaîne de caractères, on multiplie en fait la scale par ces valeurs là. Donc là j'ai complètement exagéré avec le 0,1, hein. On va rester à 0,5. Sachez que tout ça c'est un peu comment dire, des manipulations que vous ne serez pas obligé de faire en fait, hein. C'est vraiment pour vous montrer à quoi sert l'échelle. Donc si je fais ça, qu'est-ce que je vais obtenir? Voilà, quelque chose de à peu près lisible. Je vais quand même le rapprocher de mon cube en baissant la hauteur. Voilà, donc on a ça. Très bien. Donc on a notre bouton qu'on va pouvoir cliquer. Vous voyez, au passage, on a l'écriture qui dépasse sur les côtés. Donc petite astuce si vous voulez revenir à la ligne, on va faire un caractère spécial. On va utiliser un caractère en utilisant anti-slash n. Ok. Donc ça c'est un caractère spécial, anti-slash n, qui veut dire revient à la ligne. D'ailleurs il est identifié en orange clair. Donc ici on aura bouger cube, voilà, qui sera écrit comme ça. Donc là c'est un peu plus clair. Ok. Donc cette fonction là, on veut que elle bouge le cube. Donc on va faire ça. On va déplacer cette expression, bouger le cube. Ok. Là. Et donc là normalement on a un environnement stable qui ne va pas bouger au démarrage. Voilà, donc le cube il est là. Et quand on va cliquer sur le bouton, n'importe où sera ce cube là, il va aller dans la position qu'on lui a donnée. Ok. Donc au passage, ce qui est sympa aussi, c'est quand on déplace un objet, c'est de lui mettre une petite hauteur, voilà, comme ça. Surtout pour les cartes, ça évite qu'elles se ratatinent les unes sur les autres, donc on les met toujours un petit peu en hauteur pour qu'elles tombent sur le paquet. Ok. Voilà. Ben voilà votre premier exemple de script qui marche. Donc la plupart des scripts vont prendre ce schéma-là, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par créer des boutons sur des objets, et puis cliquer sur un bouton va déclencher une fonction, donc ça sera en général la fonction d'installation. Donc voilà, ben bravo, essayez de reproduire ça tout seul, ou essayez de faire quelques petites variantes, ou regarder quelques fonctions sur l'API et de vous en servir à l'aide de boutons. Et un dernier conseil, je vais vous donner un outil qu'on trouve qui s'appelle le Button Visualizer. Donc je pense que vous pouvez le trouver sur le workshop. Donc c'est Giant Dwarf qui l'a créé. Et cet outil est génial. C'est-à-dire que vous allez donner le guide d'un objet. Hop, ici. Hop, je l'ai copié. J'ai peut-être pas donné. Voilà, je vais peut-être le faire avec le cube bleu, ça sera plus lisible. Hop là. Et lui, il va vous servir à éditer un objet, un bouton sans devoir faire des allers-retours avec votre code. Donc ici par exemple, hop, je le mets plus haut, je change le titre, voilà, on a notre code, l'échelle, etc., les dimensions, donc il est un peu déformé parce que le cube lui-même est déformé, hein. Donc voilà, ici vous pourrez faire très facilement votre code et exporter le data, donc c'est pas super pratique, mais vous devrez copier, voilà, vous devrez copier la description pour avoir en gros les paramètres du bouton, ok, que vous pourrez copier pour faire un bouton dans votre code. Donc ça fait gagner pas mal de temps. Donc voilà pour cette première leçon. J'espère que ça vous a plu, puis je vous redonne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour aller un peu plus loin.
À bientôt.